Quand je suis arrivé chez mes parents, mon père a crié « Nettoie la cuisine et ne te montre pas pour le dîner, ne me fais pas honte ». Ma sœur a ajouté d'un signe de tête « Vespé, tu es fauché ». Mais quand mon mari est entré dans la pièce et a dit, leurs visages sont devenus livides. Quand je suis arrivé chez mes parents, mon père m'a poussé une bouteille de nettoyant chimique agressif dans les mains et a crié « Nettoie la cuisine et ne te présente pas pour le dîner ce soir. Ne me fais pas honte ». Ma sœur a hoché la tête, me toisant avec un dégoût total, ajoutant que j'étais fauché et que je ruinerais leur chance avec un investisseur très important. J'ai fixé le sol en marbre froid sous mes bottes, le sol que j'avais secrètement payé. Ils pensaient que j'étais une ratée sans valeur et sans emploi. Mais quand mon mari est entré dans leur réunion d'entreprise une semaine plus tard et a enfin parlé, leurs visages sont devenus complètement blêmes. L'air ce fin mardi après-midi était lourd et humide, le genre de temps qui fait que vos vêtements collent inconfortablement à votre peau. J'ai garé ma berline grise vieille de 10 ans dans l'allée circulaire de la propriété de mes parents. Le gravier crissait bruyamment sous mes pneus usés, un son qui semblait toujours annoncer mon inadéquation avant même que je ne sorte de la voiture. J'ai coupé le contact et je suis resté assise un long moment, mes mains agrippant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer le nœud d'anxiété familier qui se formait dans mon estomac chaque fois que je visitais cette maison. J'avais 28 ans, et pourtant, m'engager dans cette allée me donnait toujours l'impression d'être à nouveau une enfant impuissante et réprimandée. J'ai attrapé sur le siège passager le grand panier de fruits soigneusement arrangé que j'avais acheté au marché chic de l'autre côté de la ville. Il était lourd, rempli de poires exotiques, de fromages artisanaux et de raisins importés. J'avais dépensé près de $200 pour cela, espérant que ce serait une offrande de paix, une façon de montrer à mon père, Thaddeus, et à ma mère, Kresa, que je tenais à eux. J'ai monté les larges marches en pierre, l'imposante porte d'entrée en chêne se dressant devant moi. Je n'ai même pas eu la chance de sonner. La porte s'est ouverte violemment. Mon père se tenait là, le visage rouge de colère mêlé de panique. Il était déjà vêtu de son costume bleu marine sur mesure, celui qu'il ne portait que lorsqu'il essayait de projeter une image de richesse extrême et de succès intouchable pour son entreprise de logistique, Thaddeus Freight. Avant que je puisse offrir le panier, avant même que je puisse dire bonjour, il s'est avancé et a bloqué l'entrée. Ses yeux s'agitaient nerveusement par-dessus mon épaule vers l'allée vide, comme s'il s'attendait à l'arrivée de quelqu'un de bien plus important d'une seconde à l'autre. « Qu'est-ce que tu fais ici maintenant, Vespé » a-t-il sifflé, sa voix un murmure dur et frénétique. « Je t'ai dit que nous étions occupés aujourd'hui. »« J'ai apporté un cadeau » ai-je dit doucement, en tendant le panier. « Je voulais vous souhaiter bonne chance pour le grand dîner d'investissement de ce soir. » Thaddeus y a à peine jeté un coup d'œil. Il a attrapé un flacon pulvérisateur de nettoyant de surface industrielle et une éponge jaune rugueuse sur une console voisine et me les a pratiquement enfoncés dans la poitrine. J'ai dû jongler maladroitement avec le lourd panier de fruits pour l'empêcher de tomber. « Je me fiche de tes fruits » a-t-il craché. Una a reçu ses amis hier soir et la cuisine est un désastre complet. Le service traiteur arrive dans 2 heures. Frotte le sol de la cuisine, nettoie les comptoirs, et quand tu auras fini, tu devras sortir par la porte de derrière. Nettoie la cuisine et ne te présente pas pour le dîner ce soir. Ne me fais pas honte. Les mots m'ont frappé comme un coup physique à la poitrine. Je suis resté figé sur le paillasson. Me faire honte. C'est ainsi que mon propre père voyait mon existence. J'ai baissé les yeux sur mon pull en tricot simple, légèrement trop grand, et mon jean délavé. Ils étaient propres. Ils étaient confortables, mais ils ne criaient pas la richesse. Ils n'avaient pas de logo de créateur placardé sur la poitrine. « Tu veux que je nettoie après la fête d'Una » ai-je demandé, ma voix tremblant légèrement malgré tous mes efforts pour la garder stable. « Papa, je suis venu te rendre visite. Je suis ta fille, pas ta femme de ménage. Oh, s'il te plaît, Vespé, épargne-nous le numéro de la victime dramatique. » J'ai levé les yeux. Ma sœur cadette, Una, descendait le grand escalier. On aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un magazine de haute couture. Elle portait une superbe robe en soie vert émeraude, et ses pieds étaient chaussés d'une paire de talons Jimmy Choo qui, je le savais, coûtaient au moins $1200. Ses cheveux étaient parfaitement bruchés, cascadant sur ses épaules en vagues impeccables. Elle s'est arrêtée sur la dernière marche, croisant les bras et me regardant de haut avec un sourire narquois qui m'a glacé le sang. « Papa a raison » a dit Una, sa voix dégoulinante de condescendance. « Tu es fauché, Vespé.
Tu es au chômage. L'homme qui vient ce soir est un acteur majeur d'une énorme société de capital risque. Nous ne pouvons pas t'avoir assise à la table à manger dans tes haillons de friperie. Parlant de ton petit passe-temps insignifiant que tu prétends être un travail ces temps-ci. Tu ruinerais complètement notre image. J'ai regardé ses ongles parfaitement manucurés, puis ses chaussures chères. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Sans emploi, fauché, un passe-temps. C'est ainsi qu'ils appelaient la start-up technologique que j'avais construite à partir de rien au cours des 6 dernières années. Ils avaient ri quand je l'avais lancée dans mon minuscule appartement. Ils avaient levé les yeux au ciel chaque fois que je sautais des vacances en famille pour écrire du code et démarcher de petits investisseurs. Mais ce qu'Una ne savait pas, ce que mon père, debout là avec le torse bombé, ne savait pas, c'est qu'il y a exactement 4 jours, j'avais signé un contrat. J'avais discrètement et en privé vendu mon petit passe-temps à un énorme conglomérat technologique. L'encre était sèche. Le transfert avait été effectué. J'avais actuellement exactement 25 millions de dollars sur mon compte bancaire personnel. J'aurais pu acheter toutes leurs propriétés sur le champ avec un seul virement bancaire. J'aurais pu acheter à 1000 paires de ces chaussures sans scier. Mais en regardant leur visage méprisant, en sentant le poids froid du flacon de nettoyant dans ma main, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. L'argent ne changerait pas la façon dont ils me voyaient. Si je leur parlais des 25 millions de dollars maintenant, ils l'exigeraient simplement. Ils se sentiraient en droit de l'avoir. Dépêche-toi, a claqué Thaddeus, en claquant des doigts devant mon visage, me tirant de mes pensées. L'invité de Marc attend la perfection. Ne gâche pas ça pour nous, Vespé. Va dans la cuisine. J'ai regardé mon père, je l'ai vraiment regardé. J'ai vu le désespoir suinter à travers son eau de colonne coûteuse. J'ai vu le droit cruel dans les yeux de ma sœur. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai simplement posé le lourd panier de fruits sur le sol, saisi la bouteille de nettoyant et je suis passé devant eux en direction de la cuisine. Mais le silence que j'emportais avec moi n'était pas de la soumission. C'était le calme avant une tempête très, très destructrice. S'ils voulaient que je sois leur servante invisible aujourd'hui, je jouerais le rôle parfaitement. Mais que se passe-t-il quand le serviteur détient toutes les cartes? La cuisine était immense, une vaste étendue de comptoirs en marbre italien blanc, d'appareils électroménagers commerciaux en acier inoxydable et d'armoires en chêne sur mesure. Mais en ce moment, elle ressemblait aux séquelles d'une fête de fraternité. Des flaques collantes de vin renversées tachaient le sol. Des verres à cocktail à moitié vides étaient éparpillés sur l'îlot. Des chips écrasés et des sauces étalées recouvraient les surfaces blanches immaculées. Una et ses amis s'étaient vraiment surpassés dans leur destruction insouciante. Je suis tombé à genoux sur le sol en marbre froid. Le froid a immédiatement traversé mon jean. J'ai vaporisé le nettoyant chimique agressif sur la tache de vin rouge collante près du réfrigérateur et j'ai commencé à frotter. L'odeur toxique et piquante de l'eau de javel et du citron artificiel a immédiatement rempli mes poumons, me faisant pleurer les yeux. Mais les larmes qui perlaient au coin de mes yeux n'étaient pas seulement dues aux produits chimiques. Chaque frottement dur de l'éponge rugueuse contre la pierre me donnait l'impression de déterrer physiquement des années de ressentiment enfoui. Être le bouc émissaire de cette famille n'était pas nouveau. 2, 3, 4, 5, 6. C'était un rôle dans lequel j'avais été forcé depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. J'ai frotté plus fort, regardant le liquide rouge se diluer en une mousse rose pâle. Le mouvement répétitif a ramené mon esprit à un matin d'automne glacial quand j'avais 19 ans. J'avais fait des doubles services dans un restaurant local et donné des cours de mathématiques à des lycéens pour économiser pour mes frais de scolarité. J'avais été accepté dans un excellent programme de commerce et j'avais besoin d'exactement 8000 dollars pour couvrir mon premier semestre parce que Thaddeus avait prétendu que son entreprise traversait une phase de transition et qu'il ne pouvait pas m'aider. J'avais enfin atteint mon objectif d'épargne. Je me souviens être entré dans l'agence bancaire, épuisé mais rayonnante d'une immense fierté, pour obtenir un chèque de banque. La caissière, une gentille femme plus âgée, avait regardé son écran d'ordinateur, froncé les sourcils, puis m'avait regardé avec une profonde pitié. « Ma chérie, il n'y a que 42 dollars sur ce compte. » Mon cœur s'était effondré. C'était un compte joint que mon père avait ouvert pour moi quand j'étais mineur. J'avais couru à la maison, frénétique, à bout de souffle, pensant qu'on m'avait volé. Quand j'ai confronté Thaddeus dans son bureau, il n'a même pas levé les yeux de son journal. Una avait besoin d'une voiture fiable pour son nouveau stage.
Il avait dit nonchalamment, comme s'il parlait de la météo, « Tu es intelligente, Vespé. Tu peux prendre des prêts étudiants. Una doit projeter le succès pour réussir. Cet argent a servi d'acompte pour une voiture de sport. C'est un investissement dans l'avenir de la famille. Mon fonds pour l'université, mon sang, ma sueur et mes pieds couverts d'ampoules, disparus, transformés en un cabriolet rouge brillant pour l'enfant chéri. J'avais pleuré jusqu'à en vomir ce jour-là, mais personne ne m'avait réconforté. Cresa m'avait simplement dit d'arrêter d'être dramatique et de soutenir ma sœur. Je suis passé à la tâche suivante, un morceau durci de fromage fondu près de la cuisinière. Mes jointures me faisaient mal en le grattant. Les souvenirs continuaient d'affluer, implacables et suffocants. Des années plus tard, j'étais revenu brièvement à la maison après l'université, noyé sous les dettes étudiantes que mon père m'avait forcé à contracter. J'avais passé 6 mois à rechercher et à rédiger méticuleusement un plan d'affaires complet pour un nouveau logiciel de logistique. C'était brillant. Il optimiserait les itinéraires de livraison et ferait économiser des centaines de milliers de dollars aux entreprises. Je l'ai imprimé, l'ai magnifiquement relié et l'ai laissé sur le bureau de mon père, espérant enfin gagner son respect, espérant qu'il verrait ma valeur. 2 semaines plus tard, lors d'un grand dîner de famille, Thaddeus a levé une coupe de champagne à Una. Elle venait d'être promue directrice marketing chez Thaddeus Frecht. Sa grande réussite, elle avait présenté un plan d'intégration de nouveaux logiciels révolutionnaires au conseil d'administration. C'était mon plan, mot pour mot. Elle avait enlevé mon nom de la page de titre et l'avait remplacé par le sien. Quand je me suis levé à table, ma voix tremblant de rage, et l'ai accusé de voler mon travail, la pièce est devenue silencieuse. Una a versé quelques larmes de crocodile. Thaddeus avait frappé du poing sur la table, faisant trembler la porcelaine fine. Il m'a traité de menteuse jalouse et amère. Il m'a dit que j'étais une ratée essayant d'entraîner ma sœur qui réussissait vers le bas. Et il m'a ordonné de faire mes valises et de déménager le lendemain matin. J'ai été jeté à la rue avec rien d'autre qu'une valise et un cœur brisé, tout ça parce que j'avais osé revendiquer mon propre travail acharné. Je me suis penché en arrière sur mes talons, essuyant une mèche de cheveux de mon front en sueur avec le dos de mon poignet. J'ai regardé le magnifique et complexe veinage du sol en marbre que j'étais en train de nettoyer. Un rire amer et ironique s'est échappé de mes lèvres, résonnant bruyamment dans la cuisine vide et caverneuse. Ils adoraient ce sol. Ils adoraient cette maison. Ils la paradaient comme un trophée. Mais ils ne connaissaient pas la vérité à son sujet. Il y a 5 ans, Thaddeus Frecht a connu un mur financier catastrophique. Ils étaient à quelques semaines de la faillite, à quelques semaines que la banque ne saisisse cette même propriété. Thaddeus était un homme orgueilleux. Il le cachait bien. Mais j'avais un ami qui travaillait dans leur banque prêteuse principale. Je savais tout. Malgré la façon dont il m'avait traité, malgré l'argent volé et les idées volées, je ressentais toujours un sentiment d'obligation tordue. Je réussissais bien dans ma jeune carrière de développeuse de logiciels, et j'avais réussi à obtenir un financement de démarrage massif pour ma propre entreprise. J'ai contracté un énorme prêt personnel contre mes propres actions et j'ai créé un fonds fiduciaire anonyme. J'ai utilisé ce fonds anonyme pour rembourser discrètement l'hypothèque ballon de cette maison. Je les ai sauvés de la ruine totale. Ils n'ont jamais su que c'était moi. Thaddeus se vantait auprès de ses amis qu'un investisseur providentiel silencieux qui avait reconnu son génie avait renfloué l'entreprise. Je les ai laissés le croire. Je voulais être la plus mature. Je voulais briser le cycle de la cruauté. Et c'était ma récompense. 5 ans plus tard, l'investisseur providentiel silencieux était à 4 pattes, frottant des taches de vin sur le sol qu'elle avait acheté parce que sa sœur était trop paresseuse pour nettoyer son propre désordre. Et son père avait trop honte d'elle pour la laisser manger à la même table que ses invités. J'ai serré fermement l'éponge jaune, l'eau sale coulant sur mes poignets. La tristesse qui me serrait habituellement le cœur quand je pensais à ma famille avait soudainement disparu, entièrement évaporée. À sa place, une résolution froide, dure et inflexible a commencé à se solidifier. Je finirais de nettoyer ce sol. Je sortirais par la porte de derrière comme il l'avait demandé. Mais j'en avais fini d'être la victime. J'en avais fini d'être l'agneau sacrificiel sur l'autel de leurs égos fragiles. Je vais leur faire voir exactement sur qui ils ont marché toutes ces années. Je venais de jeter l'éponge sale dans la poubelle et j'essuyais le dernier des comptoirs en acier inoxydable quand les lourdes portes de la cuisine se sont ouvertes. Ma mère, Cresa, est entrée.
Elle portait une superbe robe de soirée argentée, son cou dégoulinant de diamants que je soupçonnais fortement d'être loué. Le cliquetis de ses talons sur le marbre fraîchement nettoyé résonnait vivement. Elle s'est arrêtée au centre de la pièce, passant un doigt critique le long du bord du comptoir de l'îlot. Elle a inspecté le bout de son doigt pour la poussière, n'en a trouvé aucune et a offert un hochement de tête serré et sans émotion. Elle n'a pas regardé mes mains rouges et à vif. Elle n'a pas demandé comment s'était passée ma journée. Elle n'a pas posé de questions sur ma vie. Adéquate, a-t-elle murmuré, son ton plat et dédaigneux. Elle a ouvert sa pochette coûteuse, a fouillé un moment et en a sorti un seul billet de 20 $ froissé. Elle ne me l'a pas tendu. Au lieu de cela, elle l'a laissé tomber sur le comptoir, le laissant volter comme une feuille morte. Achète-toi de la nourriture décente en rentrant, Vespé. Et s'il te plaît, assure-toi de sortir par le portail latéral. Les traiteurs s'installent devant, et nous ne pouvons pas te laisser les gêner. Conduis prudemment. Elle a tourné les talons et est sortie avant que je puisse même formuler une réponse. Les portes se sont refermées derrière elle avec un bruit sourd et définitif. J'ai fixé le billet de 20 $ posé sur le comptoir immaculé. C'était l'insulte ultime, un pourboire pour l'employé de maison, un geste pathétique et dédaigneux destiné à soulager la microscopique once de culpabilité qu'elle aurait pu ressentir. Je n'ai pas touché l'argent. Je l'ai laissé là. J'ai attrapé ma veste usée, passé mon sac à main sur mon épaule et suis sorti par la porte de derrière, me retrouvant dans l'air frais et humide du soir. Le ciel s'était ouvert et une pluie froide et régulière tombait. Je n'ai pas couru. J'ai marché lentement autour du périmètre de l'immense maison, écoutant les sons étouffés des rires et des verres qui s'entrechoquent qui commençaient à provenir de la salle à manger formelle. Les camions des traiteurs étaient en effet garés devant, des hommes en chemise blanche impeccable déchargeant des plateaux en argent. J'ai gardé la tête baissée, me faufilant par le portail latéral comme une intruse, et je suis monté dans ma voiture glaciale et humide. Quand j'ai finalement tourné la clé dans le contact et que le vieux moteur a tout sauté pour démarrer, le barrage a cédé. J'ai agrippé le volant et j'ai sangloté. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma poitrine me fasse physiquement mal. Le son de mes pleurs était masqué par la forte pluie qui battait contre le pare-brise. Je ne pleurais pas parce que je voulais leur argent. Je ne pleurais pas parce que j'étais pauvre. Je ne l'étais plus. Je pleurais parce que j'avais passé 28 ans à essayer désespérément de gagner l'amour de personnes qui étaient fondamentalement incapables de m'aimer en retour. Je pleurais les parents que je n'avais jamais vraiment eu et la sœur qui ne me voyait que comme un tremplin. Le trajet de retour à ma propre maison fut un flou de néons et d'essuie-glaces sifflants. Il m'a fallu 45 minutes pour naviguer dans le trafic dense de la ville. Mon esprit rejouait l'humiliation à la porte d'entrée encore et encore. Je me suis finalement garé dans l'allée de la maison modeste et confortable à 3 chambres que je partageais avec mon mari, Linder. Je suis resté assise dans la voiture un moment, m'essuyant le visage, essayant de me ressaisir. Je ne voulais pas qu'il me voie comme ça. Linder était un homme bon, le meilleur homme que j'ai jamais connu. Nous nous étions rencontrés il y a 3 ans dans un petit café près de mon premier misérable bureau. Il était habillé d'un simple t-shirt noir et d'un jean, lisant un livre épais sur la théorie économique. Il avait demandé à partager ma table parce que le café était plein. Nous avons commencé à parler et nous n'avons jamais vraiment arrêté. Il était calme, incroyablement intelligent et remarquablement observateur. Nous nous étions mariés lors d'une petite cérémonie privée au palais de justice 2 ans plus tard. Ma famille n'a pas assisté. Ils ont dit qu'ils étaient trop occupés avec la revue fiscale trimestrielle pour faire le voyage. Linder m'avait juste tenu la main, m'avait embrassé sur le front et m'avait dit que nous étions notre propre famille maintenant. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et suis entré dans le couloir chaleureux et accueillant. L'incroyable odeur d'ail rôti et de romarin m'a immédiatement frappé. Linder était dans la cuisine, debout devant la cuisinière, remuant une casserole de sauce marinara maison. Il portait son pantalon de survêtement gris habituel et un t-shirt d'université délavé. Il a tourné la tête en entendant la porte se fermer. Ses yeux bruns chauds ont scruté mon visage pendant exactement 2 secondes avant d'éteindre la cuisinière et de marcher droit vers moi. Il n'a pas demandé comment s'était passée la visite. Il n'a pas demandé pourquoi mes yeux étaient rouges et gonflés. Il a simplement enroulé ses bras fort autour de moi et m'a serré fort contre sa poitrine. « Je te tiens », a-t-il murmuré dans mes cheveux mouillés. « Je te tiens. » J'ai de nouveau craqué, enfouissant mon visage dans sa chemise.
Nous sommes restés là dans le couloir pendant un long moment jusqu'à ce que ma respiration se calme enfin. Il m'a doucement conduite au canapé, m'a assise et m'a tendu un verre d'eau tiède. Raconte-moi, a-t-il dit doucement, s'asseyant à côté de moi et prenant mes deux mains rouges et à vif dans les siennes. Et alors je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé du panier de fruits que mon père avait rejeté. Je lui ai parlé de la bouteille de nettoyant. Je lui ai parlé des chaussures à $1200 d'Una et de ses commentaires vicieux sur le fait que j'étais une honte sans emploi. Je lui ai raconté comment j'avais dû frotter les taches de vin sur le sol en marbre à quatre pattes pendant qu'ils se préparaient à recevoir leur invité de marque très important. Linder a écouté en silence total. Il n'a pas interrompu. Il n'a pas offert de platitudes creuses, mais pendant que je parlais, j'ai vu une tempête sombre et terrifiante se former dans ses yeux. L'homme doux et calme qui me faisait des pattes disparaissait, remplacé par quelque chose de féroce et d'intensément protecteur. Sa mâchoire s'est contractée si fort que j'ai cru que ses dents allaient se briser. Ils t'ont fait frotter le sol, a répété Linder, sa voix dangereusement basse, presque un grognement. Et ils t'ont interdit de dîner parce qu'ils avaient peur que tu les mettes dans l'embarras devant un investisseur. Oui, ai-je murmuré, fixant mon verre d'eau, une énorme société de capital risque. Thaddeus transpirait dans son costume à cause de ça. Linder est resté très immobile un long moment. Il a lentement tendu la main et a glissé une mèche de cheveux rebelles derrière mon oreille. Vespé, a-t-il demandé doucement, bien que la tension sous-jacente dans sa voix soit palpable. Ont-ils mentionné le nom de l'homme qui venait dîner? Ou le nom de la société? Je ne connais pas la société, ai-je reniflé, essayant de me souvenir. Mais quand je partais, j'ai entendu Una crier après les traiteurs. Elle a dit qu'il devait s'assurer de servir le cabernet millésimé parce que c'était ce qu'un homme nommé Gideon aimait. Le silence qui a suivi était si absolu, si lourd que tout ce que je pouvais entendre était le tic-tac régulier de l'horloge sur le mur. Linder me fixait, les yeux écarquillés, une expression indéchiffrable se peignant sur ses traits. Si vous avez déjà ressenti la douleur d'être rejeté par les personnes qui sont censées vous protéger, veuillez laisser un abonnement pour me donner de la force car ce que Linder a dit ensuite a complètement changé la trajectoire de toutes nos vies. Gideon, répéta Linder. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration de profonde incrédulité. Il a lâché mes mains et s'est lentement levé du canapé. Il a commencé à arpenter la longueur de notre petit salon, passant ses mains brutalement dans ses cheveux sombres. Je l'ai observée, confuse et soudainement anxieuse. Linder n'était jamais sujet aux réactions dramatiques. C'était la personne la plus terre à accent grave terre et la plus sensée que je connaissais. Le voir faire les 100 pas comme un animal en cage était alarmant. Ai-je demandé doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais un Gideon? Il a arrêté de faire les 100 pas et s'est tourné vers moi. Il a laissé échapper un rire court et sec qui ne contenait absolument aucun humour. C'était un son d'ironie pure et amère. Le connaître, a dit Linder, en secouant la tête. Vespé. Gideon est mon subordonné. C'est un analyste senior. Il me rend compte directement à mon bureau tous les lundis matins à 8 heures. J'ai cligné des yeux, mon cerveau luttant pour traiter l'information. Ton subordonné? Mais attends, mon père a dit que ce type était d'une énorme société de capital risque, un acteur majeur. Linder est retourné au canapé et s'est assis lourdement à côté de moi. Il a pris une profonde inspiration, me regardant profondément dans les yeux. Vespé, nous devons parler. Je dois t'expliquer quelque chose sur mon travail. Quelque chose que j'aurais dû expliquer il y a longtemps, mais tu étais toujours si concentré sur la construction de ta propre entreprise, et je voulais juste que nous ayons une vie normale et tranquille à la maison. Je ne voulais pas que mon monde éclipse le tien. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. De quoi parles-tu? Tu sais que je travaille dans la finance. Tu sais que je travaille pour Apex Capital. Oui, ai-je dit lentement. Tu es directeur financier. Tu analyses les portefeuilles de risque. C'est ce que je dis aux gens lors des dîners. Pour qu'ils ne me demandent pas d'argent, a dit Linder doucement. Il a tendu la main et a de nouveau saisi mes mains. Vespé, je ne suis pas seulement un directeur chez Apex Capital. Je suis l'associé directeur. Je suis le président directeur général. J'ai fondé la société il y a 10 ans avec 2 autres partenaires et je les ai rachetés il y a 3 ans. Je possède Apex Capital. La pièce a semblé tourner légèrement. J'ai regardé mon mari,
l'homme qui portait un pantalon de survêtement gris délavé, l'homme qui découpait des coupons pour les courses parce qu'il disait que c'était efficace. Tu la possèdes, ai-je balbutié. Oui, nous gérons plus de 4 milliards de dollars d'actifs, a dit Linder calmement, bien que ses yeux n'aient jamais quitté les miens. Et en ce moment, l'entreprise de ton père, Thaddeus Frecht, nous supplie désespérément pour une injection de liquidité d'urgence de 15 millions de dollars afin d'éviter la faillite totale. Il courtise ma société depuis 2 mois. Gideon a été envoyé chez tes parents ce soir pour effectuer une évaluation de caractère informel et préliminaire. Il est là sur mes ordres directs. Je suis resté complètement paralysé. L'ironie de l'univers s'est abattue sur moi comme un raz-de-marée. Thaddeus et Una m'avaient humilié, m'avaient tendu une bouteille d'eau de Javel et m'avaient banni de leur maison parce qu'ils avaient peur que mes vêtements usés n'offensent un homme qui travaillait pour mon mari. Ils m'avaient traité comme de la saleté pour impressionner l'employé de l'homme qui dormait à côté de moi chaque nuit. Le visage de Linder s'est durci, ses yeux se sont transformés en glace. Il a mis la main dans sa poche et a sorti son téléphone portable. « J'appelle Gideon tout de suite », a déclaré Linder, son pouce planant au-dessus de l'écran. Je lui dis de sortir de cette salle à manger. Je tue l'affaire. Thaddeus Frecht ne verra pas un seul centime d'Apex Capital. Je les laisserai faire faillite. Personne ne traite ma femme comme une servante. Personne. Il était furieux. C'était une sorte de fureur belle et terrifiante. Le genre de colère né entièrement de l'amour et d'une protection féroce. Pendant une fraction de seconde, j'ai voulu le laisser passer l'appel. J'ai voulu imaginer le regard sur le visage de Thaddeus lorsque l'invité de Marc se lèverait en plein milieu du repas et sortirait, emportant avec lui la bouée de sauvetage financière. Mais alors une pensée différente s'est cristallisée dans mon esprit. Une pensée plus vive, plus froide et beaucoup plus calculée. Annuler simplement l'affaire à distance les ruinerait, oui, mais ils ne sauraient jamais pourquoi. Ils accuseraient simplement le marché. Ils accuseraient la malchance. Ils ne feraient jamais face aux conséquences de leur propre cruauté. J'ai tendu la main et j'ai placé ma main sur celle de Linder, poussant le téléphone vers le bas. Non, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. N'annule pas l'affaire. Pas encore. Linder a froncé les sourcils, la confusion remplaçant la colère dans ses yeux. Vespé, pourquoi? Après ce qu'ils viennent de te faire, ils ne méritent pas mon argent. Ils ne méritent pas de bouée de sauvetage. Tu as raison. Ils ne le méritent pas, ai-je répondu. Un petit sourire sombre a effleuré mes lèvres. Mais si tu l'annules maintenant, ils n'apprendront rien. Thaddeus le présentera simplement comme une perte d'entreprise tragique. Una se promènera toujours avec des chaussures à 1200 $ en prétendant qu'elle est un génie des affaires. Ils doivent comprendre exactement qui détient le pouvoir sur eux. J'ai regardé Linder, mon esprit s'emballant, reliant les points des 25 millions de dollars sur mon compte bancaire et l'immense levier financier que mon mari tenait entre ses mains. Laisse le processus se poursuivre, lui ai-je dit, mes yeux rivés sur les siens. Laisse Gideon leur donner un avis positif ce soir. Laisse-les penser qu'ils ont obtenu la bouée de sauvetage. Laisse-les se sentir à l'aise parce que lorsque le moment viendra de finaliser les documents, ils n'auront pas affaire à Gideon. Ils auront affaire à nous. Linder m'a regardé un long moment. Lentement, la colère sur son visage s'est fondue en un regard de profond respect et de sombre compréhension partagée. Il a posé son téléphone sur la table basse. D'accord, a-t-il dit doucement, se penchant pour m'embrasser sur le front. Nous jouons à ta façon. Nous les laissons creuser leur propre tombe. Le jeu avait fondamentalement changé. Il pensait avoir banni le maillon le plus faible. Il n'avait aucune idée qu'il venait de déclarer la guerre aux seules personnes qui pouvaient les sauver. 4 jours angoissants ont passé. Des jours pendant lesquels j'ai suivi ma routine normale, recherchant de nouveaux investissements technologiques, buvant du café avec Linder le matin et essayant de chasser de mon esprit le souvenir du sol en marbre froid. Mais la tension dans notre maison était palpable. Nous attendions que l'autre chaussure tombe. Nous savions que la situation financière de Thaddeus Frecht était une bombe à retardement, et Linder surveillait discrètement les rapports internes que Gideon déposait chez Apex Capital. Puis, un vendredi après-midi maussade, mon téléphone a sonné. J'étais assise à l'îlot de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de mon père. J'ai fixé l'écran alors qu'il vibrait contre le comptoir en granit.
Il ne m'avait pas appelé depuis l'incident. Il n'avait pas envoyé de SMS pour s'excuser ou même vérifier si j'étais bien rentré sous la pluie. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai croisé le regard de l'Inder de l'autre côté de la cuisine et j'ai appuyé sur accepter. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour que nous puissions tous les deux entendre. Bonjour, papa, ai-je dit, gardant ma voix totalement neutre. Vespé. Enfin. Sa voix était frénétique, dépourvue de toute l'autorité pompeuse habituelle qu'il affichait. Il respirait lourdement comme s'il venait de courir un mile. Il semblait complètement paniqué. Que se passe-t-il, ai-je demandé. Tout est un désastre, a halté Thaddeus. Une catastrophe absolue. L'entrepôt de distribution centrale du centre-ville vient d'être frappé par une inspection surprise de la ville. Ils ont trouvé de multiples violations graves du code structurel. Des choses que je pensais régler. Ils ont enchaîné la porte, Vespé. Ils ont suspendu notre licence d'exploitation en attendant les réparations d'urgence. J'ai regardé l'Inder. Il a haussé un sourcil mais est resté silencieux. Cela semble grave, ai-je offert calmement. Grave? C'est la fin du monde, a crié Thaddeus au téléphone, le désespoir faisant craquer sa voix. Nous avons des dizaines de contrats d'expédition que nous ne pouvons pas honorer. Mais ce n'est même pas le pire. Le pire, ce sont les investisseurs. Le VIP d'Apex Capital qui est venu dîner mardi nous a donné un avis élogieux. Nous étions à quelques jours de finaliser un investissement de 15 millions de dollars. Mais si Apex apprend que notre entrepôt principal est enchaîné par la ville, ils retireront l'offre immédiatement. Nous serons en faillite d'ici vendredi prochain. Je perdrai la maison. Una perdra son emploi. La mention du travail d'Una m'a presque fait éclater de rire, mais je me suis mordu la lèvre fort. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi pour une violation du code de l'entrepôt? Papa, je ne travaille pas pour la ville. J'ai besoin d'argent, Vespé. Immédiatement. D'ici lundi matin. L'audace pure de la demande flottait dans l'air. J'ai laissé le silence s'étirer, le forçant à s'y installer. Il y a 4 jours, je n'étais pas apte à dîner dans sa maison parce que j'étais au chômage et fauché. Maintenant, j'étais sa banque d'urgence. De l'argent, ai-je finalement dit, feignant la confusion. Papa, Una a bien précisé mardi que je suis fauché. Tu te souviens? Tu m'as fait frotter le sol. Ne me jette pas ça à la figure maintenant. Ce sont des affaires de famille. C'est une urgence, a aboyé Thaddeus, revenant à ses tactiques d'intimidation. Je ne te demande pas l'argent. Je sais que tu ne l'as pas, mais ton mari l'Inder, il travaille dans la finance, n'est-ce pas? Il doit avoir accès à des prêts personnels ou à des lignes de crédit. J'ai agrippé le bord du comptoir de la cuisine. Il voulait que mon mari, l'homme qu'il n'avait jamais pris la peine de connaître, l'homme dont il avait manqué le mariage, contracte un prêt pour lui. De combien as-tu besoin, ai-je demandé, ma voix dangereusement douce. 50 000 $, a dit Thaddeus rapidement. Juste 50 000. C'est pour couvrir les entrepreneurs d'urgence travaillant tout le week-end et pour payer des frais de traitement accélérés à l'inspecteur de la ville pour enlever les chaînes des portes avant qu'Apex Capital ne fasse sa visite finale mardi. Si nous pouvons ouvrir l'entrepôt d'ici mardi matin, l'accord avec Apex passe et je peux rembourser l'Inder en un mois avec intérêt. 50 000 $. Pour lui, c'était un pot de vin désespéré. Pour moi, c'était de la petite monnaie. Mais l'impudeur de demander à la fille qu'il avait maltraitée de supplier son mari pour un prêt pour lui sauver la peau était à couper le souffle. Tu veux seulement contracter un prêt de 50 000 $ pour soudoyer un inspecteur de la ville, ai-je précisé, m'assurant que les mots étaient prononcés à voix haute. Ce n'est pas un pot de vin. Ce sont des frais d'accélération, a rétorqué Thaddeus sur la défensive. Écoute-moi, Vespé. Si cette entreprise fait faillite, ta mère et moi sommes à la rue. Nous perdons tout. Je sais que nous avons une eau différente, mais tu ne peux pas être si égoïste au point de laisser ta propre famille être détruite alors que tu as un moyen d'aider. Parle à l'Inder. Obtiens l'argent. J'ai besoin d'un chèque de banque pour lundi. Il utilisait la culpabilité, son arme favorite. Il s'attendait à ce que je cède comme je l'avais toujours fait quand j'étais plus jeune. Il s'attendait à ce que je sois le bon et obéissant bouc émissaire qui encaissait les coups, mais qui se présentait quand même pour saigner pour eux quand on le demandait. J'ai de nouveau regardé l'Inder. Il était appuyé contre le réfrigérateur,
les bras croisés sur sa poitrine. Il a lentement secoué la tête de gauche à droite, silencieusement, me disant de mettre fin à l'appel, de dire à Thaddeus d'aller au diable. Mais j'ai levé un doigt, demandant à Linder de me faire confiance. D'accord, papa, ai-je dit au téléphone, injectant juste assez de fausse hésitation dans ma voix pour la rendre crédible. Je parlerai à Linder. Je verrai s'il peut obtenir un chèque de banque de 50 000 $. J'ai entendu un énorme soupir de soulagement à l'autre bout du fil. Merci, Vespé. Je savais que tu ferais la bonne chose. Fais-lui apporter le chèque à mon bureau lundi matin. Première heure. Non, ai-je contré sèchement. Si nous faisons ça, nous le faisons selon mes conditions. Je ne suis pas ta livreuse. Si Linder obtient cet argent, nous te l'apporterons mardi matin. Directement à la réunion finale avec Apex Capital. Mardi. À la réunion d'Apex, Thaddeus semblait hésitant, de nouveau paniqué. Vespé, non, c'est trop risqué. Et si les dirigeants d'Apex te voient? Et s'ils posent des questions? Tu n'as pas les bons vêtements pour un environnement d'entreprise comme celui-là. L'insulte m'a glissé dessus comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Ça ne faisait plus mal. Ça ne faisait qu'alimenter le feu. Ce sont mes conditions, papa. Nous apportons le chèque au bâtiment d'Apex mardi matin, ou nous ne l'apportons pas du tout. À toi de choisir. Il y a eu une longue pause suffocante. Je pouvais l'entendre grincer des dents. Très bien, a-t-il finalement craché. Mardi matin, siège d'Apex Capital en centre-ville, 10 heures précises. Et Vespé, s'il te plaît, essaie d'avoir l'air présentable. Ne gâche pas ça pour nous. Il a raccroché sans dire au revoir. J'ai posé le téléphone sur le comptoir. Le silence dans la cuisine était lourd. Linder s'est approché de moi, posant ses mains sur mes épaules. « Pourquoi diable as-tu accepté de lui apporter un chèque » a demandé Linder, une confusion sincère plissant son front. « Nous n'allons pas lui donner 50 000 $ pour couvrir une violation d'entrepôt. »« Tu as raison », j'ai souri, me tournant pour faire face à mon mari. Nous ne lui apportons pas de chèque, mais nous avions besoin d'une invitation garantie à cette réunion finale de mardi. Il vient de nous donner des places au premier rang pour sa propre exécution. Le week-end n'a pas été consacré à obtenir un prêt de 50 000 $. Il a été consacré à creuser une tombe très profonde et très précise. Une fois que Linder a compris mon plan, il s'est engagé pleinement. Il a mobilisé les ressources massives à sa disposition en tant que président-directeur général d'Apex Capital. Nous n'avions pas besoin de deviner ce qui se passait chez Thaddeus Frecht. Linder avait un accès légal à tous les dossiers financiers que Thaddeus avait soumis à la société pour le processus de vérification de l'investissement. Mais Thaddeus avait aseptisé ces dossiers. Il avait caché la pourriture. Tard vendredi soir, Linder a engagé un auditeur judiciaire privé et très agressif. C'était un homme nommé Marcus, quelqu'un en qui Linder avait une confiance implicite pour trouver des cadavres dans les bilans d'entreprise. Nous avons donné à Marcus un accès complet aux fichiers numériques que Thaddeus avait soumis, et Linder a utilisé son influence pour obtenir légalement les données bancaires brutes de l'entreprise auprès de leur institution prêteuse. Nous avons passé le samedi et le dimanche dans le bureau à domicile de Linder, alimenté par du café noir et des plats à emporter froids, regardant Marcus faire sa magie sur les deux moniteurs. Le dimanche soir, Marcus s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir, se frottant les yeux fatigués. « Ton père n'est pas seulement un mauvais homme d'affaires, Vespé, a dit Marcus, sa voix rauque de fatigue. Il couvre activement une fraude interne massive. Mon estomac s'est serré. Montre-moi. Marcus a affiché une série de feuilles de calcul surlignées sur le grand écran. Les violations du code de l'entrepôt. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La raison pour laquelle l'entreprise n'a pas de réserve de trésorerie pour réparer une simple violation de toiture est que l'argent a été systématiquement siphonné des comptes d'exploitation au cours des 14 derniers mois. Il a pointé un pointeur laser sur une série de virements bancaires récurrents. Regardez ces sorties. 5 000 ici, 12 000 là, 40 000 en une seule fois en décembre dernier. Elles sont toutes masquées en tant que frais de consultation ou dépenses de marketing payés à un fournisseur tiers appelé Emerald Solutions. Laisse-moi deviner, a dit Linder, les bras croisés, les yeux sombres. Emerald Solutions n'existe pas. Oh, elle existe sur le papier, a souri Marcus d'un air sombre. C'est une LLC enregistrée dans le Delaware.
Mais quand on trace les numéros de routage du compte bancaire récepteur, il a cliqué sur un bouton, affichant un nouveau document. Le bénéficiaire principal et unique signataire du compte bancaire d'Emerald Solutions est Una. L'air a quitté mes poumons. Una, ai-je murmuré. Ta sœur a détourné exactement 400 000 $ de Thaddeus Frecht au cours des 14 derniers mois, a confirmé Marcus platement. Elle a vidé les réserves d'urgence de l'entreprise. C'est pourquoi ton père te supplie pour 50 000 $. Il a besoin de soudoyer un fonctionnaire municipal parce que son enfant chéri a volé l'argent destiné à l'entretien de l'entrepôt pour 100 000 $. Le chiffre a résonné dans ma tête. Pendant qu'Una se tenait dans l'escalier avec des chaussures à 1 200 $, me traitant de fauché et de sans-emploi, elle portait de l'argent volé. C'était une voleuse. C'était la raison pour laquelle la famille était au bord de la faillite. Est-ce que mon père est au courant, ai-je demandé, ressentant un étrange mélange de nausée et de justification. Est-ce que Thaddeus et qu'Una l'a volé? Marcus secoua la tête. Peu probable. S'il le savait, il l'aurait probablement mieux caché. Les transferts étaient enfouis profondément dans le budget marketing, que Una contrôle. Mais Marcus cliqua sur un autre écran affichant une page de signature numérisée. Regardez qui a autorisé les approbations budgétaires trimestrielles qui ont permis à ces transferts de passer le service de comptabilité. Je me suis penché, plissant les yeux vers l'écran. La signature élégante en cursive était indubitable. Ma mère, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Cresa. Cresa est la directrice financière sur le papier, a noté Linder, la mâchoire serrée. Elle signe les registres. Elle sait. J'ai réalisé toute la vérité écœurante qui m'envahissait. Ma mère sait qu'Una a volé 400 000 $. Elle a signé les autorisations pour le cacher en tant que dépense de marketing. Ils l'ont couvert pour protéger Una et ils ont laissé l'entreprise saigner à mort. Et maintenant, ils veulent que mon mari contracte un prêt pour les sauver des conséquences de leurs propres crimes. La toxicité pure de ma famille était mise à nu sur les écrans d'ordinateurs lumineux. Ils n'étaient pas seulement cruels, ils étaient corrompus. Ils étaient parfaitement disposés à tout détruire pour maintenir l'illusion de la perfection d'Una. Linder a tendu la main et a serré mon épaule. Nous avons les relevés bancaires. Nous avons les numéros de routage. Nous avons les autorisations de signature. Marcus a tout compilé dans un rapport d'audit judiciaire certifié. C'est blindé. J'ai regardé le dossier épais et relié posé sur le bord du bureau. Il contenait le pouvoir d'envoyer ma sœur en prison fédérale pour fraude électronique et détournement de fonds. 7, 8, 9, 10, 11. Il contenait le pouvoir de prouver que ma mère était une complice. Imprime 3 copies, ai-je dit à Marcus, ma voix dénuée de toute émotion. Je n'étais plus la fille triste qui pleurait dans sa voiture. J'étais le bourreau préparant le bio. Mêlé dans des classeurs sécurisés. Je me suis tourné vers Linder. Les documents de rachat finaux sont-ils prêts? Linder a hoché la tête lentement. Mon équipe juridique les a rédigés ce matin. Apex Capital refuse officiellement l'investissement de 15 millions de $. Au lieu de cela, en utilisant les 25 millions de $ de votre rachat technologique personnel, nous avons acheté en privé la totalité du portefeuille de dettes massives de Thaddeus Frecht auprès de leurs prêteurs principaux. Cela a été finalisé il y a 1 heure. J'ai souri, une expression froide et tranchante que je n'avais jamais sentie sur mon visage auparavant. Donc, à partir de ce soir. À partir de ce soir, a confirmé Linder, ses yeux brûlants d'une anticipation intense. Tu es l'unique propriétaire de la dette de Thaddeus Frecht. S'ils font défaut, ce qu'ils feront demain matin, tu as le droit légal de saisir l'entreprise, leurs actifs et la propriété. Le piège était entièrement tendu. L'appât avait été pris. Demain matin, mon père, ma mère et ma sœur entreraient dans la forteresse de verre et d'acier d'Apex Capital. Ils entreraient en croyant qu'ils étaient sur le point d'être sauvés par une société sans visage. Ils entreraient en s'attendant à ce que je me terre dans un coin et que je leur remette un chèque de 50 000 $ comme un chien obéissant et pathétique. Ils allaient avoir le choc de leur misérable vie. Ils m'ont traité de chômeuse. Ils m'ont traité de fauché, mais ils ne savaient pas que je détenais les relevés bancaires qui pouvaient les mettre derrière les barreaux. Demain, au 40e étage, le jeu se termine. Le siège social d'Apex Capital était une forteresse imposante de verre noir et d'acier brossé située en plein centre du quartier financier.
C'était le genre de bâtiment qui vous intimidait avant même de franchir les portes tournantes. Il projetait une puissance froide et dure. À 9h45 mardi matin, j'étais assise sur un canapé en cuir à profil bas dans la vaste salle d'attente du 40e étage. Les murs étaient faits de verre du sol au plafond, offrant une vue panoramique vertigineuse sur la ligne d'horizon de la ville en contrebas. J'étais habillé complètement différemment de ce que j'étais chez mes parents. Je portais un tailleur gris anthracite sur mesure que l'Inder m'avait acheté à Milan l'année précédente, assorti d'un chemisier en soie simple et de talons noirs classiques. Je ne portais pas de bijoux tapa à accent graveleux ni de sac couvert de logos de créateurs odieux. La vraie richesse, avais-je appris de mon mari, murmure, la fausse richesse crie. J'étais assise les jambes croisées, mes mains parfaitement immobiles sur mes genoux. La climatisation était fraîche, sentant légèrement le cèdre cher et le marbre poli. Mon cœur était complètement calme. Je n'étais pas nerveuse. Je me sentais comme un juge attendant que les accusés prennent place dans la salle d'audience. À exactement 9h50, les lourdes portes en verre dépoli de la rangée d'ascenseurs se sont ouvertes. Thaddeus, Kreza et Una sont sortis au 40e étage. Je les ai observés attentivement avant qu'ils ne me remarquent. Ils ressemblaient à une famille riche parfaite sur une couverture de magazine, mais parce que je les connaissais, je pouvais voir les fissures dans la façade. Thaddeus portait son meilleur costume sur mesure, mais son visage était rouge et une fine couche de sueur nerveuse recouvrait son front. Il n'arrêtait pas d'ajuster sa cravate en soie, ses yeux balayant la vaste et imposante réception. Kreza tenait son sac à main de créateur si fermement que ses jointures étaient blanches, sa posture rigide d'anxiété. Et Una, fidèle à elle-même, était habillée comme si elle assistait à un gala de la semaine de la mode plutôt qu'à une réunion désespérée de sauvetage d'entreprise. Elle portait une robe rouge vif et un énorme sac fourre-tout en cuir. Son menton était relevé dans ce rictus arrogant familier, essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait clairement pas. Ils se sont dirigés vers le bureau d'accueil. Thaddeus s'est éclairci la gorge, essayant de retrouver sa voix autoritaire et retentissante habituelle. Thaddeus Frecht, a-t-il annoncé à la réceptionniste. Nous sommes ici pour la réunion de finalisation de l'investissement de 10 heures avec Gideon et le conseil d'administration d'Apex. La réceptionniste, une femme parfaitement posée dans un blazer bleu marine, a souri poliment et a tapé quelque chose sur son ordinateur. Bien sûr, monsieur. Il prépare la salle de conférence principale pour vous maintenant. Veuillez vous asseoir dans la salle d'attente, et quelqu'un viendra vous chercher. Thaddeus s'est retourné, prenant une profonde inspiration pour calmer ses nerfs. C'est alors que ses yeux se sont posés sur moi. Il s'est figé, sa mâchoire pratiquement décrochée. Il a cligné des yeux rapidement comme si son cerveau ne pouvait pas traiter le fait que la fille qu'il méprisait était assise dans la salle d'attente ultra exclusive de la plus puissante société de capital risque de la ville. Il s'est vite ressaisi, le choc initial se transformant instantanément en une colère furieuse et sifflante. Il a traversé le sol en béton poli, réduisant la distance entre nous à grandes enjambées. Kreza et Una le suivaient de près comme des chiens d'attaque fidèles. « Qu'est-ce que tu fabriques ici » a sifflé Thaddeus, gardant sa voix basse pour que la réceptionniste n'entende pas, mais vibrant de rage pure. « Je t'ai dit d'attendre dans le hall en bas. Tu essaies de tout gâcher pour nous ? As-tu la moindre idée de la sensibilité de cet environnement ? » Je l'ai regardé, mon expression complètement vide. « Tu as dit que tu avais besoin des 50 000 $. Je t'ai dit que je te retrouverais ici. » Oui, mais je voulais dire à l'extérieur du bâtiment. Espèce d'idiote absolue, a-t-il craché, jetant un regard nerveux par-dessus son épaule vers le couloir. Si les dirigeants d'Apex te voient assise ici, ils vont demander qui tu es. Nous ne pouvons pas les laisser nous associer à toi. Donne-moi le chèque de banque tout de suite et sors d'ici avant d'humilier le nom de la famille. Il a tendu la main, paume vers le haut, s'attendant à ce que je produise l'argent sur commande comme une servante obéissante. Una a ricané bruyamment, croisant les bras et me toisant. Elle n'a clairement pas reconnu la coupe coûteuse de mon costume italien, car pour elle, il n'avait pas un logo énorme placardé sur la poitrine. Il était sans valeur. Regarde là. Papa, se moqua Una, en levant les yeux au ciel. Elle n'a probablement même pas l'argent. Je parie qu'elle est juste montée ici pour mendier un travail ou peut-être pour demander à la réceptionniste où se trouve la friperie la plus proche. Sérieusement, Vespé, tu es une telle honte. Ton sac n'a même pas de nom de marque dessus. Donne juste à papa le chèque que ton mari a raclé et retourne à ta misérable petite vie. Kreza a finalement parlé,
son ton dégoulinant de cette déception glaciale et familière. Vespé, s'il te plaît, arrête de faire une scène. Tu as toujours été si désespéré d'attirer l'attention. Donne juste l'argent à ton père pour que nous puissions entrer et sauver l'entreprise. Nous n'avons pas le temps pour tes jeux d'enfants aujourd'hui. Je les ai regardés tous les trois, la trinité impie de ma misère. Pendant 28 ans, ces mots exacts, ces regards de dégoût exacts m'auraient envoyé en larmes dans ma voiture. J'aurais remis le chèque, je me serais excusé pour mon existence et j'aurais passé les 3 jours suivants à me détester. Mais aujourd'hui, leurs mots sonnaient comme des échos creux dans un canyon vide. Ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. Je n'ai pas fouillé dans mon sac. Je n'ai pas produit de chèque. J'ai simplement souri. C'était un sourire terrifiant de calme. Je n'ai pas de chèque de 50 000 $ pour toi, papa, ai-je dit doucement, ma voix résonnant clairement dans la salle d'attente silencieuse. Le visage de Thaddeus est passé du rouge à un dangereux violet pâle. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne l'as pas? Tu avais promis. L'inspecteur de la ville attend ses frais. Si nous n'ouvrons pas cet entrepôt avant midi, Apex retirera les 15 millions de $. Tu m'as menti. J'ai dit que je te verrais ici, ai-je répondu, me levant lentement. J'étais plus grande qu'Una, et debout dans mes talons, j'étais presque à la hauteur des yeux de mon père. Et me voilà. Avant que Thaddeus ne puisse déchaîner le raz-de-marée d'injures verbales que je voyais se former dans sa poitrine, les lourdes portes doubles menant au sanctuaire intérieur de l'entreprise se sont ouvertes. Gideon, l'analyste senior qui avait visité leur maison pour le dîner, est sorti dans la salle d'attente. Il tenait une tablette élégante et avait l'air très professionnel. Thaddeus est instantanément sorti de sa rage. Sa posture s'est transformée en une milliseconde. Il a affiché un énorme faux sourire sycophante sur son visage et a pratiquement sprinté vers Gideon, tendant sa main avec empressement. Gideon, merveilleux de vous revoir, a tonné Thaddeus, sa voix dégoulinant d'un charme forcé. Nous sommes tous là et prêts à finaliser les documents. Je suis tellement désolé pour le léger dérangement dans la salle d'attente. Juste un malentendu familial mineur. Nous sommes complètement concentrés sur l'avenir de Thaddeus Frecht et notre brillant nouveau partenariat avec Apex Capital. Gideon n'a pas pris la main de mon père. Il a simplement regardé Thaddeus avec une expression clinique et vide. Monsieur Thaddeus, a dit Gideon doucement, sa voix dépourvue de toute la chaleur qu'il avait montrée au dîner. Le conseil est prêt pour vous maintenant. Veuillez entrer dans la salle de conférence principale. Thaddeus a baissé la main, l'air légèrement confus par l'accueil froid, mais il a hoché la tête avec empressement. Il m'a jeté un dernier regard assassin, articulant les mots « Je m'occuperai de toi plus tard », avant de suivre Gideon à travers les portes doubles. Kreza et Una ont marché juste derrière lui. J'ai attendu 5 secondes. Puis j'ai lissé le devant de ma veste, j'ai pris mon sac en cuir sans nom, fait sur mesure, et j'ai traversé les portes doubles juste derrière eux. J'entrais dans la fosse aux lions, mais ils n'avaient pas réalisé que c'était moi qui avais verrouillé la cage. La salle de conférence principale était une merveille de design d'entreprise moderne. Elle comportait une immense table de 6 mètres de long sculptée dans une seule pièce de noyer foncé, entourée de luxueux fauteuils de direction en cuir noir. Les murs étaient principalement en verre donnant sur la ville tentaculaire, vous donnant l'impression de flotter au-dessus du monde. Thaddeus, Kreza et Una ont pris place d'un côté de l'immense table. Ils ont disposé leurs dossiers reliés en cuir, leurs stylos, leurs rapports financiers méticuleusement aseptisés. Ils semblaient prêts à accepter leur salut de 15 millions de $. Je suis entré tranquillement dans la pièce et j'ai pris place tout au bout de la table, tirant ma chaise en silence. Je me suis assise, j'ai croisé les jambes et j'ai attendu. Una m'a remarqué la première. Ses yeux se sont écarquillés de choc et de fureur absolue. Elle s'est penchée vers mon père et lui a violemment murmuré à l'oreille, pointant un doigt manucuré dans ma direction. Thaddeus a tourné la tête brusquement. Si les regards pouvaient physiquement brûler, j'aurais été réduite en cendres sur place. Il a commencé à se lever, les poings serrés, prêt à parcourir la longueur de la table et à me traîner physiquement hors de la pièce. Vespé, sors de cette pièce tout de suite avant que j'appelle la sécurité, a chuchoté crié Thaddeus, son visage déformé par la panique. Tu vas tout détruire. Veuillez vous asseoir. La voix de Gideon a retenti, coupant la menace de Thaddeus. Gideon se tenait à la tête de la table, près des lourdes portes en bois. Mais au lieu de s'asseoir dans le grand fauteuil à haut dossier désigné pour le dirigeant menant la réunion,
Gideon a fait 2 pas vers la droite. Il s'est tenu près du mur, adoptant la posture d'un subordonné attendant son commandant. Thaddeus s'est lentement rassis, complètement déconcerté. Gideon, ne dirigez-vous pas la réunion de finalisation? Vous avez examiné nos dossiers. Vous êtes venu chez moi. Nous vous avons servi notre meilleur vin millésimé. Je suis un analyste senior, monsieur Thaddeus, répondit Gideon, son ton parfaitement plat. Je mène le travail préliminaire. Je n'autorise pas les distributions de capitaux dépassant 10 millions de dollars. L'associé directeur et président-directeur général d'Apex Capital gère personnellement toutes les acquisitions finales et les restructurations de dettes. Il vous rejoindra dans un instant. Thaddeus déglutit bruyamment. Il attrapa le verre d'eau en cristal devant lui, sa main tremblant visiblement. Una ajusta frénétiquement ses cheveux, se préparant probablement à flirter avec le riche président-directeur général, quel qu'il soit. Kreza regardait droit devant elle, ressemblant à une biche prise dans les phares. Il s'attendait à un vieux milliardaire impitoyable. Il s'attendait à un étranger qu'il pourrait manipuler avec de fausses projections financières et des promesses creuses. Les lourdes portes en bois ont cliqué puis se sont ouvertes en grand. La température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Chaque once d'oxygène a été aspirée de l'espace. Linder est entré dans la salle de conférence. Il ne portait pas son pantalon de survêtement gris délavé ni son vieux t-shirt d'université. Il portait un costume Tom Ford bleu nuit sur mesure qui épousait parfaitement ses larges épaules. Ses cheveux sombres étaient impeccablement coiffés. Il portait une montre Patek Philippe en argent à son poignet gauche. Il dégageait une aura d'autorité absolue et terrifiante. Il ne ressemblait pas à l'homme tranquille qui remuait la sauce pour pâtes dans ma cuisine. Il ressemblait à un prédateur alpha qui venait de coincer sa proie. Il s'est approché de la tête de la table en noyé à pas mesuré et confiant. Il ne s'est pas assis. Il s'est tenu derrière le grand fauteuil de direction, posant ses mains à plat sur le bois poli, et a laissé ses yeux sombres balayer les 3 personnes assises en face de lui. Le silence était assourdissant. C'était une couverture épaisse et suffocante de choc absolu. La bouche de Thaddeus s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il a regardé Linder, puis a cligné rapidement des yeux comme si ses yeux le trompaient. Il s'est penché en avant, plissant les yeux. Linder. Thaddeus a finalement réussi à articuler, sa voix sonnant comme une charnière rouillée. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que Vespé t'a trouvé un travail à la salle du courrier ou quelque chose comme ça? Tu ne peux pas être ici. Le président-directeur général arrive. Una laissa échapper un gloussement nerveux et aigu. Oh mon Dieu, il travaille probablement à l'informatique et s'est perdu. C'est tellement embarrassant pour toi, Vespé. Fais sortir ton mari d'ici avant que le patron n'arrive. Linder n'a pas réagi à leurs insultes. Il n'a même pas cligné des yeux. Il a lentement déboutonné sa veste de costume et a pris sa place à la tête de la table. Il s'est penché en arrière dans le lourd fauteuil en cuir, joignant ses doigts. Je ne suis pas perdu, a dit Linder, sa voix profonde, résonnante et pleine de puissance absolue. Et je ne travaille pas à la salle du courrier, Thaddeus. Je possède ce bâtiment. J'ai fondé cette société. Je suis le président-directeur général d'Apex Capital. J'ai vu le moment exact où la réalité a brisé le cerveau de mon père. Thaddeus a physiquement reculé, pressant son dos fort contre sa chaise. La couleur a quitté son visage si vite qu'il ressemblait à un cadavre. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson suffocant sur la terre ferme. Le verre d'eau en cristal qu'il tenait lui a glissé des doigts tremblants et s'est renversé, mouillant tous ses rapports financiers aseptisés, mais il ne l'a même pas remarqué. Kreza a laissé échapper un hoquet audible et aigu, plaquant sa main manucurée sur sa bouche. Ses yeux s'agitaient follement entre Linder assis à la tête de la table et moi assise tranquillement à l'autre bout. Le rictus arrogant d'Una a complètement disparu. Les dossiers qu'elle tenait ont glissé de ses genoux et se sont écrasés sur le sol. Elle a regardé Linder, son cerveau totalement incapable de traiter que l'homme qu'elle avait moqué pendant des années, l'homme dont elle avait refusé d'assister au mariage parce qu'il n'était personne, était le milliardaire assis sur le trône du monde financier. Toi, balbutia Thaddeus, la sueur coulant maintenant sur les côtés de son visage. Tu es le PDG. Mais tu conduis une vieille voiture. Tu vis dans une maison normale. Tu n'as jamais rien dit.
Je n'ai jamais ressenti le besoin de me vanter de mon compte en banque auprès de personnes qui valorisent l'argent plus que la décence humaine, répondit froidement Linder. Tu as mené une entreprise de logistique de 50 millions de dollars au bord de la ruine totale. Thaddeus, pensais-tu honnêtement qu'une firme comme la mienne te remettrait 15 millions de dollars sans creuser dans la saleté d'abord? Pensais-tu vraiment que tu pouvais nous mentir? Je n'ai pas menti, paniqua Thaddeus, levant les mains en signe de défense. L'entreprise est solide. C'est juste un problème de trésorerie mineur. La violation de l'entrepôt est un malentendu. Donne-nous les 15 millions, Linder, s'il te plaît. Nous sommes de la famille. Vespé est ma fille. Les yeux de Linder se sont rétrécis en fente sombre et dangereuse. N'utilise pas son nom. Ne la revendique jamais comme ta famille pour sauver ta propre peau misérable. Pas après ce que tu lui as fait faire mardi dernier. Thaddeus déglutit difficilement, sa pomme d'Adam se balançant frénétiquement. Il réalisa à ce moment horrible que l'invité de Marc qu'il avait eu si peur d'offenser était en fait l'employé de Linder. Il réalisa que la femme qu'il avait forcé à frotter son sol avec de l'eau de Javel était mariée à l'homme qui tenait toute son existence dans la paume de sa main. La dynamique du pouvoir n'avait pas seulement changé, elle s'était complètement inversée, et l'exécution ne faisait que commencer. Monsieur Thaddeus intervint Gideon depuis sa position contre le mur. Il s'avança et plaça 3 épais dossiers noirs solidement reliés sur la table, en faisant glisser un directement devant mon père, un devant ma mère et un devant Una. Ce sont les conclusions de notre audit judiciaire indépendant finalisé à 2 heures ce matin. Thaddeus fixa le dossier noir comme s'il s'agissait d'un engin explosif vivant. Ses mains tremblaient violemment alors qu'il tendait la main et l'ouvrait. Nous n'avons pas besoin d'un audit, plaida Thaddeus, sa voix se brisant. J'ai fourni tous les registres. L'entreprise a juste besoin d'un pré-relais pour surmonter cet obstacle temporaire. Linder se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. La pure intensité de son regard cloua mon père à sa chaise. Ouvre le dossier à la page 42, Thaddeus ordonna Linder. Ce n'était pas une demande. Thaddeus tripota les pages épaisses, en déchirant une dans sa hâte frénétique. Il atteignit finalement la page. C'était une feuille de calcul fortement surlignée montrant les virements externes des comptes de réserve d'urgence de Thaddeus Frecht. « Qu'est-ce que c'est » murmura Thaddeus, complètement perdu. « Ça, dit Linder, sa voix tranchant le silence comme un scalpel, est un enregistrement détaillé d'exactement 400 000 $ systématiquement siphonnés de votre entreprise au cours des 14 derniers mois. De l'argent qui était destiné à l'entretien des entrepôts et aux avantages sociaux des employés. De l'argent qui a disparu dans une société écran appelée Emerald Solutions. » Thaddeus leva les yeux, son visage un masque de confusion totale. Emerald Solutions. Je n'ai jamais autorisé un fournisseur de ce nom. Nous ne faisons pas affaire avec eux. Ce doit être une erreur bancaire. Un piratage? Ce n'est pas un piratage, ai-je dit pour la première fois. Ma voix était calme, claire et se projeta sur toute la longueur de la longue table en bois. Tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers moi. J'ai regardé directement ma sœur. Una était pratiquement en hyperventilation. Son maquillage parfaitement appliqué ne pouvait cacher la terreur absolue qui envahissait son visage. Elle s'enfonçait de plus en plus bas dans son lourd fauteuil en cuir, regardant frénétiquement vers la sortie comme si elle se demandait si elle devait s'enfuir. Tourne à la page 45. Papa, ai-je ordonné, mes yeux ne quittant jamais le visage terrifié d'Una. Regarde les documents de propriété d'Emerald Solutions. Thaddeus a tourné les pages. Il a lu le document. Il l'a relu. Il a approché le papier à 1 pouce de son visage, ses yeux s'écarquillant d'horreur. Una a étouffé Thaddeus, le mot lui arrachant la gorge. Il s'est tourné vers son enfant chéri, sa fille préférée, celle pour qui il avait volé mon fonds d'études. Una, ton nom est sur ce compte bancaire. Tu possèdes Emerald Solutions. Tu as transféré 400 000 $ de l'argent de l'entreprise dans ta propre poche. Non, papa, c'est un mensonge. Ils inventent tout, a crié Una, éclatant en larmes dramatiques et hystériques. Vespé a fabriqué ça pour me ruiner. Elle a toujours été jalouse de moi. Tu sais que c'est une menteuse. Les numéros de routage bancaire sont certifiés par des auditeurs fédéraux, a déclaré froidement Linder, mettant fin instantanément à sa pathétique tentative de manipulation. Nous avons tracé les adresses IP des transferts. Ils provenaient de ton ordinateur portable personnel, Una.
Tu as utilisé les fonds d'urgence de l'entreprise pour acheter des vêtements de créateurs, des vacances de luxe et des chaussures à 1 200 $. C'est toi la raison pour laquelle le toit de l'entrepôt s'est effondré. C'est toi la raison pour laquelle l'entreprise est en faillite. Thaddeus avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. L'illusion de sa fille parfaite s'est brisée en 1 million de morceaux irréparables juste devant ses yeux. Il s'est affalé dans son fauteuil, passant ses mains sur son visage, un sanglot brisé et creux s'échappant de ses lèvres. Ma propre fille, a-t-il murmuré, dévasté. Tu as détruit le travail de ma vie pour des chaussures. Continue de lire. Thaddeus poussa Linder, impitoyable. Regarde la page 48. Regarde qui a autorisé le service de comptabilité à approuver ces transferts frauduleux sans lever de drapeau rouge. Thaddeus tourna lentement la page. Il fixa le bloc de signature. Il se figea. Il tourna lentement la tête pour regarder sa femme. Kreza était assise rigidement, son visage aussi pâle qu'un fantôme, fixant le bois poli de la table. Kreza, demanda Thaddeus, sa voix se brisant complètement. Tu as signé ça? Tu as autorisé les transferts? Tu savais qu'elle volait 400 000 $, et tu l'as aidé à le cacher en tant que dépense de marketing. C'est notre fille, Thaddeus, murmura Kreza. Une larme s'échappa finalement de son œil et roula sur sa joue. Elle a fait une erreur. Elle s'est endettée avec des cartes de crédit personnel en essayant de maintenir son image. Je devais la protéger. Si le conseil l'avait découvert, elle aurait été ruinée. Tu l'as protégée, a rugi Thaddeus, frappant soudainement ses poings sur la table, faisant sauter les verres d'eau. Tu l'as protégée tout en nous conduisant à la ruine financière. Tu m'as laissé supplier Vespé pour 50 000 $ pour soudoyer un inspecteur parce que tu as donné tout notre argent à cette gamine gâtée. La dynamique familiale toxique implosait de façon spectaculaire. La complice, l'enfant chéri et le narcissique se retournaient enfin les uns contre les autres, se déchirant de l'intérieur. S'il te plaît, Linder, a soudainement supplié Thaddeus, se tournant vers mon mari, des larmes coulant sur son visage. Il a complètement sacrifié sa femme et sa fille préférée. 12. Tu vois à quoi j'ai eu affaire? Elles m'ont menti. Mais le cœur de l'entreprise est toujours bon. Donne-moi juste les 15 millions. Je virerai Una aujourd'hui. Je divorcerai de Kreza. Sauve juste l'entreprise pour le bien de Vespé. Linder a regardé mon père avec un dégoût total et sans mélange. Tu es vraiment un homme pathétique, Thaddeus, a dit Linder doucement. Tu voles une fille. Tu protèges l'autre pendant qu'elle te dévalise. Et au moment où le navire coule, tu jettes tout le monde par-dessus bord pour te sauver. Linder s'est levé de sa chaise. Il a pris une seule enveloppe blanche impeccable qui était posée sur la table devant lui. Apex Capital refuse officiellement une demande d'investissement de 15 millions de $, a annoncé Linder. Les mots ont résonné comme une sentence de mort dans la pièce. Thaddeus a laissé échapper une plainte forte et pathétique, laissant tomber sa tête sur la table, pleurant ouvertement. Una sanglotait de manière incontrôlable dans ses mains. Kreza se contentait de fixer le mur, complètement brisé. Cependant, continua Linder, sa voix s'élevant légèrement pour commander la pièce. Apex Capital ne s'est pas simplement retiré. Les dettes que votre entreprise devait à 3 grandes banques ont été classées comme actifs toxiques hier matin. Les banques se préparaient à saisir vos actifs d'entreprise et votre propriété privée cet après-midi. Thaddeus leva les yeux, ses yeux injectés de sang et remplis de désespoir absolu. Vous les avez laissés saisir? Nous sommes sans abri. Non, ai-je dit, me levant du bout de la table. J'ai lentement descendu la longueur de la pièce. Le seul son était le clic sec de mes talons contre le sol. Je me suis arrêté juste à côté de la chaise de mon père. Je l'ai regardé. Il avait l'air si incroyablement petit. Les banques n'ont pas saisi, lui ai-je dit, gardant ma voix parfaitement stable. Parce qu'hier après-midi, un investisseur privé est intervenu et a acheté la totalité du portefeuille de dettes de Thaddeus Frecht en une seule fois, payé en totalité en espèces. Thaddeus me regarda, son cerveau luttant pour suivre. Quelqu'un a acheté notre dette. Qui? Pourquoi? Linder m'a tendu l'enveloppe blanche. J'ai sorti la seule feuille de papier épais et filigranée à l'intérieur. C'était un certificat de transfert de propriété. Je l'ai laissé tomber sur la table, juste au-dessus de l'eau renversée. Lis le nom de ton nouveau créancier principal.
Papa, ai-je ordonné. Thaddeus se pencha, ses doigts tremblants traçant l'encre noire et grasse sur le document officiel. Il a lu le nom, son souffle s'est coupé dans sa gorge. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux écarquillés d'un mélange de terreur, d'admiration et d'incrédulité totale. Vespé, a-t-il murmuré, comme si le nom lui brûlait la langue. Toi. Mais Una a dit que tu étais fauché. Tu n'as pas ce genre d'argent. Tu es au chômage. Il y a 4 jours, j'ai vendu ma start-up technologique pour 25 millions de dollars, ai-je dit, les mots tombant comme de lourdes pierres sur la table. J'ai utilisé une fraction de cet argent pour acheter votre dette aux banques. Donc, je ne suis pas ta fille aujourd'hui, Thaddeus. Je suis l'unique propriétaire de ta dette. Je possède ton entreprise. Je possède tes entrepôts. Et je possède le sol en marbre que tu m'as fait frotter à 4 pattes. Le choc qui a frappé la pièce était absolu. Una a cessé de pleurer, me regardant la bouche grande ouverte. Kreza a laissé échapper un léger hoquet. Thaddeus a simplement fixé le document, entièrement paralysé par l'ampleur du rebondissement qui venait de détruire toute sa réalité. Le silence dans la salle de conférence était absolu. C'était le genre de silence qui suit une explosion massive, où le bourdonnement dans vos oreilles est le seul son qui existe. J'ai regardé les 3 personnes qui avaient passé toute ma vie à me faire sentir petite, insignifiante et sans valeur. Elles étaient complètement dépouillées de leur pouvoir, de leur arrogance et de leurs illusions. Elles étaient nues face à la vérité. Thaddeus fut le premier à craquer. La prise de conscience que la fille qu'il avait maltraitée, la fille qu'il avait bannie de sa table pour éviter l'embarras, était maintenant une multimillionnaire qui possédait littéralement son existence, a complètement fracturé son ego fragile. Il a repoussé sa chaise, tombant à genoux là, dans la salle de conférence. Il a tendu les mains, agrippant frénétiquement le tissu de ma jupe de tailleur. Vespé, s'il te plaît. Il a sangloté, des larmes et de la morve coulant sur son visage, abandonnant complètement toute trace de dignité. Je suis tellement désolé. J'avais tort. J'avais tellement incroyablement tort à ton sujet. Tu es brillante. Tu as réussi. S'il te plaît, ne prends pas l'entreprise. Ne prends pas la maison. Nous sommes de la famille. Je t'aime, Vespé. Je t'ai toujours aimé. J'ai baissé les yeux sur ses mains agrippantes. Je n'ai ressenti absolument rien. Aucune pitié, aucun triomphe, juste un vide froid et stérile là où mon amour pour lui se trouvait autrefois. Lâche-moi, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Il a instantanément retiré ses mains, me regardant avec de grands yeux terrifiés comme un chien battu. Tu ne m'aimes pas, Thaddeus, lui ai-je dit en reculant. Tu aimes mes 25 millions de dollars. Tu aimes le fait que je puisse te sauver. Si j'étais entré ici aujourd'hui avec mon vieux pull, tu m'aurais jeté à la rue. Le sang ne crée pas magiquement de l'amour quand cela t'arrange. J'ai tourné mon attention vers Una. Elle agrippait les accoudoirs de son fauteuil en cuir si fort que ses jointures étaient blanches. Elle avait l'air absolument pathétique, une enfant gâtée réalisant qu'il n'y avait plus personne pour nettoyer son désordre. Una, ai-je dit sèchement. Elle a tressailli. Vespé, écoute. Je peux expliquer pour l'argent. Tu es viré, ai-je interrompu, ma voix claquant dans la pièce comme un fouet. À compter d'aujourd'hui, tu videras ton bureau chez Thaddeus Frecht avant midi sous la supervision de la sécurité de l'entreprise. Tu rendras ta voiture de société, tes cartes de crédit d'entreprise et ton accès au bâtiment. Tu ne peux pas me virer, a crié Una, son visage se tordant en un masque laid de rage et de panique. Je suis la directrice marketing. J'ai construit cette marque. Tu ne peux pas simplement arriver ici et ruiner ma vie. Je n'ai pas ruiné ta vie, ai-je répondu doucement. Tu l'as ruinée quand tu as volé 400 000 dollars. Sois reconnaissante que je ne fasse que te virer, car mes avocats ont rédigé une plainte pénale détaillant chaque virement frauduleux que tu as effectué vers Emerald Solutions. Elle est sur le bureau de Linder. Le cri d'Una est mort dans sa gorge. Elle a regardé Linder, qui a hoché la tête solennellement, confirmant la menace. Elle s'est effondrée dans son fauteuil, enfouissant son visage dans ses mains, sanglotant hystériquement. Je me suis retourné vers Thaddeus, qui était toujours à genoux sur le sol, pleurant. « Lève-toi » ai-je ordonné. Il s'est précipité pour remonter sur sa chaise, s'essuyant le visage avec sa manche, me regardant avec des yeux désespérés et suppliants. « Voici les conditions de votre survie » ai-je déclaré,
me penchant sur la table, posant mes mains à plat sur le bois, imitant la posture dominante que Linder avait adoptée plus tôt. Je ne vous donne pas un chèque de 50 000 $ pour soudoyer un fonctionnaire municipal. Je restructure la dette. J'injecterai suffisamment de capital dans l'entreprise pour réparer légalement l'entrepôt et maintenir la paix, mais vous ne serez plus le président-directeur général. Thaddeus halta, se serrant la poitrine. Vespé, non. C'est mon entreprise. Je l'ai construite. Tu l'as détruite, l'ai-je corrigé froidement. Je fais appel à une société de gestion indépendante pour gérer les opérations quotidiennes. Tu démissionneras de ton poste de président-directeur général immédiatement et tu assumeras un rôle de conseiller sans pouvoir exécutif et sans accès au fonds de l'entreprise. Tu me céderas 75% de tes actions pour couvrir les 400 000 $ que ta femme et ta fille ont volés, plus le coût de l'acquisition de la dette. 75% va étouffer Thaddeus, ayant l'air d'être sur le point d'avoir une crise cardiaque. Cela ne me laisse rien. Tu voles mon héritage. Je te sauve de la prison fédérale, ai-je crié, ma voix s'élevant enfin, laissant 28 ans de colère refoulée s'infiltrer dans les mots. Si tu ne signes pas le transfert d'actions aujourd'hui, je déclencherai le défaut de paiement de la dette demain matin. Je saisirai l'entreprise. Je saisirai la propriété. Et je remettrai l'audit judiciaire au FBI et je regarderai ma mère et ma sœur aller en prison fédérale pour fraude électronique et détournement de fonds d'entreprise. Est-ce ce que tu veux? La pièce est redevenue silencieuse. La menace était absolue. Les preuves étaient irréfutables. Je les avais complètement acculées et il n'y avait aucune issue. Thaddeus a regardé sa femme qui tremblait de manière incontrôlable. Il a regardé Una, qui était une épave en sanglots. Et puis il m'a regardé. Il m'a enfin vu. Il a vu la femme froide, rationnelle et incassable qu'il avait créée par des années de négligence et d'abus. Il a lentement mis la main dans la poche de sa poitrine, a sorti son cher stylo plume en or et a regardé les documents de transfert d'actions que Linder a fait glisser sur la table. Ses mains tremblaient si violemment qu'il pouvait à peine tenir le stylo. Il a signé son nom sur la ligne pointillée, abandonnant ainsi son empire, son pouvoir et sa fierté à la fille qu'il avait traitée comme une servante. Cresa a signé l'autorisation du directeur financier juste après lui, des larmes coulant sur le papier coûteux, maculant l'encre. Lorsque la dernière signature a été apposée, Linder a rassemblé les documents, les plaçant en toute sécurité dans sa mallette en cuir. La réunion est levée, a annoncé Linder. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai tourné les talons et je suis sorti par les immenses portes doubles, laissant ma famille brisée assise dans les ruines de leur propre création. En descendant le couloir silencieux et moquetté du 40e étage, je n'ai pas ressenti une vague d'euphorie. Je n'ai pas ressenti le besoin de rire ou de jubiler. Je me sentais juste incroyablement, merveilleusement légère. Le poids massif et suffocant que j'avais porté sur ma poitrine toute ma vie avait enfin disparu. J'étais libre. 2 mois ont passé depuis la confrontation dramatique au 40e étage d'Apex Capital. Les feuilles des arbres ont commencé à prendre une teinte brillante d'or et de cramoisi, signalant l'arrivée d'un automne vif et magnifique. Ma vie s'est installée dans un rythme calme et paisible que je n'avais jamais connu auparavant. C'était un samedi matin, et j'étais assise sur la terrasse en bois de la modeste maison à 3 chambres que Linder et moi partagions encore. Malgré les 25 millions de $ sur nos comptes, nous n'avions aucun désir de déménager dans un immense manoir froid. Cette maison était notre sanctuaire. C'est là que nous avions construit notre amour, et aucune somme d'argent ne pouvait acheter la chaleur qui vivait entre ces murs. Je tenais une tasse fumante de café noir dans mes mains, sentant la chaleur s'infiltrer dans mes paumes alors que je regardais Linder tailler soigneusement les rosiers dans le petit jardin. Il portait son pantalon de survêtement gris délavé préféré et un t-shirt usé, l'air complètement en paix. Les conséquences de ma prise de contrôle hostile avaient été rapides et dévastatrices, se déroulant exactement comme l'audit judiciaire l'avait prédit. Thaddeus Frecht subissait actuellement une restructuration interne massive. La société de gestion indépendante que j'ai installée avait fait le ménage, licenciant des dizaines de cadres redondants que Thaddeus avait embauchés simplement parce qu'ils étaient ses amis. L'entreprise réalisait enfin à nouveau un bénéfice légitime. Les fuites massives étaient colmatées. Thaddeus était techniquement toujours sur la liste de paie en tant que conseiller, mais son bureau avait été déplacé au sous-sol, et personne ne répondait à ses courriels. Il était un fantôme hantant son propre ancien empire. La chute d'Una avait été la plus spectaculaire. Dépouillé de ses cartes de crédit d'entreprise et de son salaire à 6 chiffres,
son monde fragile et coûteux s'est effondré en 3 semaines. Sans l'argent volé pour financer son style de vie, ses amis l'ont immédiatement abandonné. Elle ne pouvait pas payer le loyer de son luxueux loft en centre-ville et le bureau de location l'a expulsée. La semaine dernière, Linder était rentré à la maison avec un sourire rare et sombre sur le visage. Il m'a dit qu'un de ses jeunes analystes s'était arrêté dans un grand magasin haut de gamme pour acheter un cadeau pour sa femme. L'analyste avait été encaissé par une nouvelle caissière travaillant au comptoir des parfums. C'était Una. Elle était debout 8 heures par jour, portant un uniforme en polyester, scannant des codes-barres pour le salaire minimum afin de rembourser l'énorme montagne de dettes de cartes de crédit personnel qu'elle avait accumulées. Les chaussures Jimmy Choo à $1 200 avaient disparu, remplacées par des semelles en caoutchouc antidérapantes et pratiques. Et le grand domaine avec le sol de cuisine en marbre froid, il avait disparu parce que je possédais l'énorme portefeuille de dettes. J'avais techniquement possédé l'hypothèque de la maison. J'aurais pu les laisser rester, mais le souvenir de frotter ce sol à 4 pattes pendant qu'il m'insultait était trop toxique pour le laisser passer. J'ai entamé la procédure de saisie. Le domaine a été saisi, les meubles coûteux vendus aux enchères, et la propriété a été vendue à un couple charmant et tranquille qui prévoyait d'en faire une chambre d'hôte. Thaddeus et Kreza avaient été forcés de réduire considérablement leur train de vie. Ils vivaient maintenant dans un petit appartement exigu de 2 chambres dans une banlieue très ordinaire. J'ai appris par une tante éloignée que Thaddeus passait ses journées assis sur un canapé bon marché, regardant la télévision pendant la journée, complètement dépouillé de son ego et de sa fausse importance. J'ai pris une lente gorgée de mon café, respirant l'air vif du matin. Je pensais que je ressentirais un sentiment de joie triomphante et malveillante en regardant leur vie s'effondrer. Je pensais que je voudrais passer devant le grand magasin de Duna juste pour me moquer d'elle dans son uniforme, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai ressenti absolument aucun désir de leur frotter le nez dans la saleté. J'ai réalisé quelque chose de profond en étant assis sur cette terrasse. Le vrai pouvoir, le genre de pouvoir qui vous guérit vraiment, ne consiste pas à détruire les gens qui vous ont fait du mal. C'est la liberté absolue de fixer des limites infranchissables. C'est le pouvoir de dire non et de ne plus jamais avoir à vous expliquer. Je ne les ai pas ruinés par dépit. J'ai simplement cessé de les protéger des conséquences de leurs propres actions horribles. La gravité a fait le reste. Linder a monté les escaliers en bois de la terrasse, époussetant la terre de ses mains. Il s'est penché et a embrassé le haut de ma tête, l'odeur de la terre et du pain s'accrochant à ses vêtements. « Tu réfléchis beaucoup » a-t-il noté doucement, tirant une chaise et s'asseyant à côté de moi. « À quoi penses-tu » ? Juste à tout. J'ai souri doucement, appuyant ma tête contre son épaule. Je pensais juste à quel point tout est différent. J'ai l'impression de respirer enfin de l'air pur. Linder a passé son bras autour de ma taille, me rapprochant de lui. « Tu as survécu à une guerre, Vespé. Il faut du temps pour s'habituer à la paix, mais tu as mérité chaque seconde. » Mon téléphone a vibré sur la petite table de patio. Je me suis penché et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était un message texte. Le nom sur l'identifiant de l'appelant a fait faire à mon estomac un petit battement involontaire, un vieux réflexe d'une vie passée. C'était de ma mère, Kreza. J'ai fixé l'écran lumineux pendant un long moment avant de le prendre. J'ai ouvert le message. Vespé lisait le texte. Je sais que nous n'avons aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais Una a des difficultés. Elle ne peut pas payer son loyer avec son travail dans le commerce, et elle est sur le point d'être expulsée de son appartement bon marché. Thaddeus et moi ne pouvons pas l'aider. Nos pensions couvrent à peine notre propre loyer. Je sais que tu possèdes la nouvelle société de gestion qui dirige l'entreprise de logistique. S'il te plaît, Vespé, peux-tu juste lui trouver un travail de concierge dans l'entrepôt ? N'importe quoi pour lui donner un salaire stable. C'est ta sœur. S'il te plaît, aie pitié. J'ai lu le message 2 fois. L'ironie tragique de la demande était presque poétique. Ma mère, la femme qui m'avait regardé frotter son sol et m'avait jeté un billet de $20 comme à un chien errant, me suppliait maintenant d'embaucher son enfant chéri pour nettoyer les toilettes. J'ai regardé le message texte. J'ai pensé au visage méprisant d'Una. J'ai pensé au fonds d'études volé. J'ai pensé aux $400 000 qu'elle avait détournés pour acheter des chaussures pendant que je travaillais d'arrache-pied. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai juste ressenti une profonde apathie épuisée. J'ai tapoté l'écran. Je n'ai pas tapé de réponse.
J'ai simplement appuyé sur le bouton de confirmation de lecture, m'assurant que Cresa savait que j'avais vu son appel désespéré. Et puis j'ai verrouillé le téléphone, je l'ai posé face contre table et je me suis retourné pour regarder mon mari s'occuper du jardin que nous avions construit ensemble. Le cycle de la maltraitance était enfin définitivement brisé. J'en avais entièrement fini de saigner pour des gens qui ne m'aimaient que lorsqu'ils avaient besoin d'une transfusion. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de profondes nuances de violet et d'orange brûlé, Linder et moi étions assis près du foyer dans notre jardin. Le crépitement du bois qui brûlait était le seul son qui perturbait la nuit tranquille de la banlieue. Je tenais un verre de vin rouge, faisant tourner le liquide sombre, regardant les flammes se refléter dans le cristal. « J'ai reçu un texto de ma mère aujourd'hui », ai-je dit à Linder, brisant le silence confortable. Linder s'arrêta, un petit morceau de bois d'allumage à la main. Il me regarda, ses instincts protecteurs s'enflammant immédiatement dans ses yeux. Qu'est-ce qu'elle voulait? De l'argent? Elle voulait un travail pour Una, ai-je dit, un petit sourire ironique effleurant mes lèvres. Elle a demandé si je pouvais jouer de mes relations avec la nouvelle direction pour embaucher Una comme concierge d'entrepôt. Apparemment, elle est sur le point d'être expulsée. Linder a ricané, jetant le bois dans le feu, regardant les étincelles s'élever dans le ciel nocturne. Un concierge après qu'elle a volé près d'un demi-million de dollars à l'entreprise et acheté des sacs de créateurs avec. L'audace est en fait impressionnante. Que as-tu dit? Je n'ai pas répondu, ai-je répondu, en prenant une gorgée de vin. Je l'ai juste laissé en lu. J'ai laissé le silence être ma réponse. Linder a hoché la tête lentement, un regard de profond respect s'installant sur ses traits. Bien. Entrer en contact avec eux, même pour dire non, ne fait que leur donner un point d'ancrage dans ta vie. Tu as coupé le tissu infecté, Vespé. Ne les laisse pas le recoudre. Il avait raison. Le sang ne vous donne pas le droit d'être cruel. La famille n'est pas un chèque en blanc pour la maltraitance, la manipulation et le pardon sans fin. J'ai passé toute ma vie à croire que si je travaillais plus dur, si j'étais juste un peu meilleur, ils verraient enfin ma valeur. Je pensais que ma valeur était liée à leur validation. Mais en regardant le feu, en tenant la main de l'homme qui m'aimait quand je n'avais rien, j'ai réalisé la vérité ultime. Ma valeur n'a jamais été le problème. Leur incapacité à la voir l'était. C'étaient des gens brisés, obsédés par les apparences, vides à l'intérieur, désespérés de combler le vide avec de l'argent volé et des égos fragiles. Je ne leur devais pas mon succès. Je ne leur devais pas mes 25 millions de dollars. Et je ne leur devais certainement pas ma pitié. J'ai levé les yeux vers les étoiles qui commençaient à percer le crépuscule. J'avais mon mari. J'avais ma liberté. J'avais ma paix. Pour la première fois en 28 ans, j'étais exactement là où je devais être. Je n'étais plus le bouc émissaire. J'étais l'architecte de ma propre vie, et la fondation était complètement solide. Les cendres de Thaddeus Frecht, les salles vides du domaine saisi et l'uniforme en polyester qu'Una portait maintenant n'étaient pas des monuments à ma vengeance. C'étaient simplement les conséquences naturelles de leurs propres actions qui les rattrapaient enfin. J'ai juste cessé de me mettre en travers du train qu'ils avaient construit. Maintenant, je me tourne vers vous, le jury qui écoute mon histoire. J'ai besoin de votre opinion honnête. Récemment, ma mère m'a envoyé un texto me suppliant de donner à Una un travail de concierge parce qu'elle est sur le point d'être expulsée de son minuscule appartement. J'ai laissé le message en lu et je l'ai complètement ignoré. Ai-je été trop cruel en ignorant sa supplique, ou cette punition est-elle complètement méritée après tout ce qu'ils m'ont fait subir? Qu'auriez-vous fait si vous étiez à ma place? S'il vous plaît, faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.